Bonjour à tous, merci pour votre introduction et merci pour votre invitation à vous parler du registre de la bêta-thalassémie. Donc vous pouvez envoyer les diapos. Je ne sais pas si... Je vais vous présenter le fonctionnement du registre de la bêta-thalassémie, mais voilà, normalement vous allez avoir à l'écran quelques diapos, voilà, très bien, merci. Vous pouvez passer à la suivante. Je vais commencer par, pour ceux qui ne connaissent pas trop le registre, je vais commencer par vous rappeler les objectifs et puis un petit peu l'historique. Donc c'est un registre qui a été créé en 2005 à l'initiative du centre de référence de l'époque, qui était donc, comme l'a dit tout à l'heure Corinne Pondaré, c'était un centre spécifique de référence pour la bêta-thalassémie. Donc une des actions de ce centre de référence avec Madame Thuré, ça a été de créer ce registre pour la bêta-thalassémie. Donc les administrateurs de ce registre sont toujours dans le centre de référence de Marseille, qui est maintenant devenu un centre de référence constitutif pour l'ensemble des pathologies rares du globule rouge. Alors récemment, on a donné à ce registre un petit nom, qui est le nom de Nathalie, pour National Thalassemia Registry. Et puis, donc, il a toujours les mêmes objectifs depuis le début. Les objectifs, c'est de recueillir un certain nombre de données sur la bêta-thalassémie en France pour avoir des informations épidémiologiques dans un premier temps, c'est-à-dire par exemple, où sont en France les patients, comment sont-ils répartis sur le territoire, quel âge ils ont, comment ils sont suivis, par quel médecin. On recueille des données donc sur la prise en charge clinique précisément, donc quels sont les traitements, quelles sont les complications. Et puis, les objectifs de ce registre, c'est aussi de servir de base pour d'autres études complémentaires qui viseraient à recueillir des données qu'on n'a pas dans le registre, mais pour des patients qu'on aurait sélectionnés à partir du registre, et donc de donner lieu à des projets de recherche complémentaires. Donc les données qu'on collecte dans le cadre de ce registre sont des données cliniques, donc je vous l'ai dit déjà, les complications, les traitements, également quelques données biologiques, quelques données d'imagerie, principalement l'imagerie qui sert à surveiller la surcharge en fer, des données de traitement et quelques données sur, par exemple, le taux de travail chez les personnes atteintes de thalassémie ou la scolarité, voilà, pour avoir une idée, même si elle est assez simple, de leur insertion sociale. Donc moi, je m'occupe de ce registre, je suis la responsable, mais je ne suis pas du tout toute seule. Donc il y a un certain nombre d'instances qui sont organisées pour s'occuper de la gestion de ce registre et puis des choix stratégiques qu'on peut faire à partir de cette collection de données. Donc l'instance la plus serrée, on va dire, celle qui est au plus près de la gestion du registre, c'est le bureau. Donc il est constitué de 3 personnes, moi-même, et un médecin épidémiologiste et un médecin clinicien qui est un médecin pédiatre. Donc ce bureau se réunit assez souvent et puis il fait partie du comité de pilotage, donc une instance un peu plus large qui comprend le bureau, mais aussi 4 autres membres qui sont des membres qui là vont représenter par exemple l'Assistance publique de Marseille, qui est l'hébergeur pour les données du registre, le centre de référence maladies rares de Marseille, et puis aussi un représentant de patients qui est le représentant qui est Madame Djenaba. Madame Djenaba. Donc d'ailleurs, sur ce schéma, on a l'impression que SOS Globi fait partie de la gouvernance. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pas tout à fait faux, puisqu'il y a un représentant de patients dans le comité de pilotage. Après, il y a un comité opérationnel qui est vraiment donc le groupe de personnes qui est à l'origine de la collection des données, de la vérification des données. Donc, dans ce comité opérationnel, il y a un référent médical qui est un médecin pédiatre qui va vérifier l'adéquation des données avec ce qui est requis pour faire partie du registre. Et puis, il y a aussi un data manager, donc qui lui va être chargé vraiment de rentrer les données, de les vérifier sur site éventuellement, et puis de faire les extractions.
Et puis, il y a le chef de projet du centre de référence qui participe également à la collecte de données. Enfin, il y a un comité scientifique et ce comité scientifique, lui, va examiner toutes les données, toutes les demandes d'accès aux données qu'on va nous présenter. Et puis, on peut aussi avoir dans toutes ces instances des invités, donc on va inviter ponctuellement pour leur demander un avis sur telle ou telle question. Ça peut être par exemple des responsables qui vont être un peu experts dans la réglementation de la gestion des données de santé et de leur confidentialité, par exemple. Alors, diapositive suivante, est-ce que ce registre national de la bêta-thalassémie, ce n'est pas le seul registre maladie rare en France, loin de là. Il y en a plusieurs et puis en particulier, il y en a certains qui, comme notre registre, ont un label registre maladie rare. Donc il y a un rapport qui a été fait en 2021 sur ces registres maladies rares qui sont qualifiés par un comité de qualification des registres maladies rares. Il y en a une douzaine en France. Vous voyez, là, ils sont listés sur cette diapo. Donc, ils portent sur des maladies diverses et variées. La plupart sont centrés sur une ou deux maladies, mais certains sont centrés sur un groupe de maladies différentes. Et puis, vous pouvez voir en termes de nombre de patients, c'est des registres qui sont un petit peu différents. Et certains ont des grosses cohortes, comme le registre de la mucoviscidose, où il y a plus de 10 000 patients. Et puis d'autres ont des tailles plus petites, comme le registre des thalassémies. Bon, là, c'est les chiffres de 2021. Il y avait 750 patients, donc c'est des cohortes qui sont moyennes pour une maladie rare en France. Donc l'intérêt d'avoir ce groupe de registres, c'est d'être en interaction et de pouvoir faire des actions pour, par exemple, demander des financements à certaines instances ou certaines institutions pour essayer de soutenir l'activité de ces registres maladies rares qui ont vraiment la spécificité d'être centrés sur une pathologie et de recueillir des données spécifiques à cette pathologie, contrairement par exemple à la grande base de données nationale des maladies rares qui recueille des données qui sont identiques pour toutes les maladies rares, donc qui n'ont pas de spécificité propre à la pathologie ou au groupe de pathologies. Donc pour le registre maladies rares des bêta-thalassémies, on a l'intention aussi, diapositive suivante, d'interagir avec un autre registre qui est en cours de construction. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je ne peux pas passer les diapos moi-même. Donc il y a un registre avec qui on veut interagir, c'est un registre européen qui va être construit à l'initiative du réseau européen pour les maladies rares hématologiques. Donc c'est un registre qui va s'appeler RADIP, puisque la journée de lancement de ce registre, elle est prévue le 23 mai. Ce registre va concerner au niveau européen toutes les anémies rares, donc pas seulement la bêta-thalassémie, mais toutes les maladies de l'hémoglobine, donc thalassémie, drépanocytose, tous les déficits enzymatiques, et en particulier déficit en pyruvate kinase, et toutes les anomalies de membrane. Donc ce registre au niveau européen présente l'intérêt de pouvoir donner des registres qui vont être des données qui vont être compilées entre tous les pays qui vont participer. Donc il y a d'autres pays en Europe qui ont des registres, notamment pour la thalassémie et la drépanocytose. C'est par exemple le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, et plus récemment l'Allemagne, qui a mis en place un registre. Et donc là, c'est un intérêt, évidemment, déjà c'est un intérêt au niveau français d'avoir des données sur la bêta-thalassémie, mais si on arrive à agréger ces données avec d'autres pays en Europe, eh bien, on pourra avoir des données sur un autre niveau avec des cohortes plus importantes et pouvoir comparer les prises en charge entre des pays différents, mais aussi avoir des données sur des cohortes un peu plus importantes. J'ai toujours pas les diapos suivantes. Je peux peut-être essayer de... Ah, voilà.
Voilà, donc ça c'est ma diapo sur, le registre, européen. Donc vous avez un lien, que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. C'est comme je vous le disais, donc c'est un registre dont le coup d'envoi va être donné le 23 mai, donc il n'est pas tout à fait prêt. Ce qui va changer pour nous, enfin l'application pour nous, outre le fait de participer à ce niveau européen, c'est que si on transfère des données dans ce registre, il faudra qu'on modifie le consentement qu'on présente aux patients et en France. Et donc, les personnes qui sont déjà incluses dans le registre seront sûrement contactées pour qu'elles donnent leur accord pour qu'on collecte leurs données non seulement sur un plan national, mais qu'aussi elles soient d'accord pour qu'on transfère ces données éventuellement sur un plan européen. Donc, la réglementation est un petit peu plus compliquée si on sort des frontières du territoire français. Donc, diapositive suivante. Un autre aspect du registre, c'est le financement. Il faut savoir que ce registre est complètement autofinancé et que c'est le cas de tous les autres registres en France, des autres registres maladies rares, parce qu'il n'y a pas de ligne prévue, il n'y a pas d'instance qui réponde à cette demande de financement des registres maladies rares. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se financer? Ben, c'est le bureau qui sollicite des financements, qui soient institutionnels ou privés. Donc, la première source de financement, c'est le centre de référence de Marseille, qui historiquement, je vous l'ai dit au début, a été à l'initiative de ce registre, donc a financé complètement au début, et puis maintenant continue aussi à financer en participant notamment au financement des salaires du chef de projet, par exemple, ou de la data manager. L'INSERM et l'INVS ont participé pendant assez longtemps aussi en donnant une subvention récurrente pendant plusieurs années. Subvention qui a beaucoup aidé au début. Malheureusement, depuis 3 ou 4 ans, donc ces institutions se sont désengagées du financement des registres maladies rares. Donc on essaie de les faire revenir dans le financement en les sollicitant. Et c'est le but notamment d'une action concertée avec ces autres registres maladies rares français dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une source de financement importante aussi, c'est les contrats qu'on a avec les partenaires industriels. Donc les partenaires industriels qui développent par exemple des médicaments, des nouveaux médicaments, ont parfois besoin d'avoir des données sur les populations cibles de leurs médicaments, et donc en particulier sur les populations de personnes atteintes de bêta-thalassémie, quand ce sont des médicaments pour la bêta-thalassémie. Ils ont besoin d'avoir des données pour répondre, par exemple, aux dossiers demandés par les agences de réglementation, comme l'HAS. Voilà. Donc, ils nous font des demandes assez régulièrement, et en échange de l'accès aux données, ils nous compensent de façon financière cet accès aux données. Donc, l'accès aux données, c'est toujours un accès à des données agrégées. On ne donne pas des données niveau patient, donc aucune donnée identifiante, mais on répond à leurs demandes avec des données agrégées, c'est-à-dire qu'on peut leur dire, voilà, il y a tel pourcentage de patients qui sont transfusés, tel pourcentage, tel nombre de patients qui reçoivent tel traitement. Voilà, ce sont des données qu'on extrait du registre, mais qu'on analyse et qu'on agrège. Il y a aussi des industriels... Non, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Merci. Il y a aussi des industriels qui font des dons pour le financement du registre, comme par exemple la compagnie Admedica qui a fait des dons sans contrepartie. Donc là, c'est simplement des dons manuels simples pour aider au fonctionnement du registre. Et enfin, un des gros pourvoyeurs disons, le plus récent financeur et soutien du registre, c'est la filière MCGRE, donc filière dont on a parlé, donc Madame Ponaré a parlé tout à l'heure. Donc, diapositive suivante, je vais rappeler moi aussi le fonctionnement de la filière et ses missions. Diapositive suivante. Voilà, la filière, Madame Pondaré vous l'a dit tout à l'heure, c'est les filières maladies rares, ce sont des filières qui vont coordonner tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge d'un groupe de pathologies, centré en général sur un organe
ou un tissu. Donc la filière maladies rares pour les pathologies du globule rouge va concerner non pas que les maladies de l'hémoglobine comme la thalassémie et la drépanocytose, mais toutes les maladies du globule rouge, toutes les anémies héréditaires et toutes les polyglobulies. Et puis, elle va donc coordonner tous les acteurs, donc les centres de référence, les centres de compétences, les laboratoires de diagnostic, les équipes de recherche, les associations de patients et les sociétés scientifiques. Donc, pour le registre, c'est un peu tous les acteurs aussi qu'on va retrouver parmi les contributeurs. Et parmi les missions attribuées aux filières maladies rares, donc diapositive suivante, il est indiqué différentes missions dans les différents plans maladies rares, numéro 2, numéro 3. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, les différentes missions, bon, vous en connaissez certaines, hein, sûrement, vous avez entendu parler des protocoles de diagnostic et de soins, les fameux PNDS, les missions de formation, que ce soit grand public ou praticien, la mission d'organiser la transition des services pédiatriques aux services adultes. Et pour finir, il y a une mission clairement identifiée qui est de soutenir les bases de données et les registres. Donc, soit les registres déjà existants, comme le registre de déficit en pyruvate kinase en France, celui sur la stomatocytose ou le registre thalassémie, mais aussi la création de nouveaux registres qui peuvent être financés. Donc, dans ce contexte-là, la filière nous soutient depuis déjà 2 ou 3 ans et participe largement à notre budget. Donc, un financement qui est complètement auto-réalisé. Donc, diapositive suivante, quels sont les contributeurs du registre, c'est-à-dire quels sont finalement les institutions ou les centres qui vont donner des données pour qu'elles puissent être collectées dans le registre. Bon, essentiellement, les contributeurs du registre, ce sont les centres cliniques. Il y a 89 centres cliniques qu'on a recensés en France qui suivent des patients thalassémiques et qui communiquent avec nous pour nous donner tout leur suivi et toutes les données des patients bêta-thalassémiques. Donc ces centres, ce sont soit des centres d'hématologie pédiatrique, soit des centres d'hématologie adultes ou encore des centres de médecine interne. Donc la plupart, il y a un grand nombre de centres qui ne suivent que très peu de patients, moins de 10 patients, mais on dénombre au moins 13 centres qui sont des gros centres et qui suivent plus de 15 patients. Et ça représente donc dans ces 13 centres plus de la moitié de la cohorte de patients métathalassémiques. Vous voyez sur la carte, les gros centres sont évidemment dans les grandes villes, hein, surtout Paris, Lyon, Marseille, mais également Strasbourg, Lille, Nancy, voilà, sur l'est du pays. Alors, comme contributeurs, on a aussi d'autres acteurs, notamment les laboratoires de diagnostic et de dépistage. Donc là, ils ne vont pas nous donner réellement des données cliniques sur les patients, mais ils vont nous permettre de repérer les patients et nous indiquer quels sont les médecins qui les suivent. Et nous, on va pouvoir comme ça aller solliciter les médecins pour qu'ils incluent éventuellement leurs patients. Et il y a également les établissements français de transfusion qui sont aussi des sources de données importantes pour les patients qui sont transfusés, donc qui nous permettent éventuellement de repérer des patients transfusés, des patients bêta-thalassémiques. Donc au total, ça fait près de 200 praticiens qui sont les contributeurs du registre et qui nous envoient leurs données régulièrement. Donc diapositive suivante. Donc maintenant, on en vient un petit peu à l'analyse des données qu'on a dans ce registre. Globalement, donc la population totale de bêta-thalassémie en France, elle est au total de 817 patients. Donc ça, c'est historiquement tous les patients qui ont été inclus dans le registre. Actuellement, donc, on a 774 patients qui sont vivants et suivis régulièrement en France. Hein. Donc, on inclut des patients qui peuvent être nés soit en France, soit à l'étranger. Mais par contre, il faut que les patients soient suivis régulièrement en France. On n'inclut pas des patients qui seraient que de passage, parce que le recueil de données, il se fait de façon longitudinale, c'est-à-dire qu'on inclut les patients et puis après, on met à jour leurs données tous les 2 ans pour avoir une idée de l'évolution de leur traitement ou de leur état de santé.
Donc, parmi ces 774 patients, on compte 491 patients thalassémiques majeurs. Donc la définition qu'on a retenue, c'est pour être thalassémique majeur, c'est d'avoir été transfusé régulièrement avant l'âge de 4 ans. Et si c'est après l'âge de 4 ans, donc ce sont des patients thalassémiques intermédiaires. Ces patients thalassémiques majeurs, un grand nombre d'entre eux, plus d'une centaine ont reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques et sont donc guéris de leur thalassémie. Les autres restent transfusion dépendants. Il y a aussi une soixantaine de patients thalassémiques intermédiaires qui sont dépendants des transfusions. Donc ça donne un nombre de patients qui est de 415, actuellement 415 patients qui sont dépendants des transfusions en France. Et vous voyez aussi que 448 patients ont plus de 18 ans. Donc ça veut dire que une petite moitié sont des patients qui sont plutôt des enfants et qui sont une population pédiatrique, donc qui représente une grande proportion de l'ensemble des patients. Diapositive suivante. Donc, toutes les études qu'on fait sur les données du registre, donc ça peut être à l'initiative de l'équipe qui gère le registre, mais c'est aussi le plus souvent des études qui sont à l'initiative d'autres équipes, qui sont des équipes institutionnelles, qui veulent répondre à une question sur la bêta-thalassémie, ou encore, comme je vous le disais, ça peut être des partenaires privés, industriels. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on veut faire une étude sur un sous-groupe de patients, par exemple, ou un traitement en particulier, ou ça peut être sur n'importe quel sujet? Eh ben, la marche à suivre, c'est d'adresser une demande au comité de pilotage du registre, une demande écrite avec le détail de l'étude qui est souhaitée. Donc, on présente cette demande au conseil scientifique pour qu'il donne son avis, pour qu'il valide la faisabilité de l'étude et sa recevabilité. Une fois qu'on a l'accord du conseil scientifique, donc on passe au comité opérationnel qui va faire l'extraction, la vérification des données et l'analyse. Et puis ensuite, on fait une restitution à l'équipe qui était l'équipe demandeuse et qui est à l'origine du projet. Et éventuellement, cette analyse, c'est le cas la plupart du temps, va être valorisée soit par un article scientifique, une communication dans un congrès, ou encore un mémoire ou une thèse par un étudiant. Donc, je vais prendre quelques exemples des dernières études qu'on a fait ou qu'on va faire. Diapositive suivante. Donc non, avant ça, je vais vous donner quelques résultats d'études ponctuelles qu'on a fait à partir des données du registre. Donc, par exemple, à partir des données du registre, on suit de façon très rapprochée les causes de décès, puisque c'est un peu un reflet de la prise en charge et éventuellement de l'amélioration de cette prise en charge. Donc, comme vous le savez, il y a eu dernièrement des améliorations sur le suivi de la surcharge en fer et notamment au niveau cardiaque. Et donc, on voit maintenant que les causes de décès sont presque à équivalence entre les causes infectieuses et les causes cardiaques. Donc, on a pu suivre une diminution des causes cardiaques de décès. Nous, dans les analyses, on a choisi de présenter donc toutes les causes de décès, ce qui n'est pas le cas dans toutes les études, par exemple dans les autres pays européens. Les autres causes qui ne sont pas directement liées à la bêta-thalassémie ne sont pas toujours mentionnées. Donc nous, on a choisi de tout garder, y compris les décès suite à des procédures de greffe de cellules souches hématopoïétiques, par exemple, ou les cancers dont on ne sait pas vraiment, a priori, qui ne sont pas liés à la bêta-thalassémie, ou des causes autres qui peuvent être des causes accidentelles. Voilà, donc on suit de près ces causes de décès. Le registre, pour ça, est un outil très précieux. Diapositive suivante. On suit également le recours à l'IRM, donc pour l'évaluation de la surcharge en fer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ces examens par IRM, que ce soit des IRM hépatiques ou des IRM cardiaques, sont des examens très précieux pour suivre la surcharge en fer de façon peu invasive. Et donc là, on suit en fonction de l'âge le recours à l'IRM. Donc là, sur ce graphe, par exemple, sur le graphe de gauche, on regarde parmi la population qui est éligible
à faire une IRM, hein, puisque ce n'est pas tous les patients qui ont besoin d'une IRM. Par exemple, il faut avoir atteint un certain âge, par exemple, pour la population pédiatrique, ou avoir un certain nombre de transfusions. Donc, on rapporte le recours à l'IRM au nombre de patients qui auraient dû avoir cette IRM. Donc, on voit qu'on est assez bien, le recours à l'IRM est assez bon. On monte à peu près à 80% pour les patients, pour les IRM hépatiques, mais on n'est pas à 100%. Donc, on voit qu'il pourrait y avoir des améliorations sur ce plan-là. Et puis, on suit également, par exemple, les traitements chélateurs qui sont mis en place. Et puis, comme ça, on peut voir, on a vu l'apparition des traitements chélateurs par voie orale, hein, qui ont presque complètement remplacé le traitement par des spirales. Et puis, on suit, par exemple, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est le recours au traitement combiné par deux traitements chélateurs différents. Et donc, on voit qu'il y a quand même un recours qui est assez important à ces traitements combinés et qui a différentes causes, qui peut être le fait que, par exemple, certains patients arrivent de l'étranger avec de pays où l'accès à ces traitements chélateurs n'est pas forcément très facile, et que donc ils ont souvent besoin d'avoir un traitement intense quand ils arrivent. Et ça peut expliquer pourquoi donc en particulier il y a un certain nombre de patients qui sont sous bithérapie. Donc, diapositive suivante. Voilà donc un exemple d'étude qui a été réalisée à partir du registre, qui a été publié dans un article en 2021. C'était une étude sur les grossesses chez les personnes bêta-thalassémiques en France. Donc, par exemple, entre 1995 et 2015, grâce au registre, on a pu repérer que 68 femmes avaient eu au moins une grossesse. Et donc ça, c'est une preuve d'amélioration de la qualité de vie, puisque ces personnes ont été capables d'avoir une grossesse, de la mener à bout. Et donc, ça veut dire que le traitement était bien suivi et efficace. Donc, dans cet article, il y a eu un focus sur 37 femmes, dont à peu près la moitié étaient transfusées régulièrement, et qui ont pu mener à terme 56 grossesses pendant la période d'observation. Donc, il est rapporté dans cet article que pendant la période de grossesse, donc le traitement chélateur est interrompu et les transfusions, au contraire, sont intensifiées. Donc, ça se voit donc sur les graphiques quand on suit le taux de ferritine pendant la grossesse et le taux d'hémoglobine pendant la grossesse. On voit bien qu'il y a une augmentation de la ferritine. Donc, ça veut dire que la surcharge en fer augmente un petit peu, qu'elle est maximale à l'accouchement. C'est normal si on arrête le traitement chélateur. Ça se comprend en tout cas. Et puis, idem pour les taux d'hémoglobine, comme il y a une intensification de traitement, donc on voit un peu une augmentation des taux d'hémoglobine. Et puis après l'accouchement, tout rentre dans l'ordre. Donc, cette étude a permis de montrer qu'il y avait très peu de complications pendant les grossesses de ces femmes, qu'elles soient obstétricales ou pédiatriques, et que finalement, c'était des grossesses qui se déroulaient normalement. L'article montrait qu'il y avait quand même un recours aux césariennes qui était peut-être un peu plus fréquent que sur une population de référence, et que le poids des enfants était légèrement inférieur à la population de référence, mais sans qu'il soit pathologique. Donc, diapositive suivante. Je voulais vous parler d'une autre étude qui avait été réalisée, qui est réalisée sur une population pédiatrique. Donc là aussi, un exemple d'étude, de demande qui nous a été faite par une étudiante, une interne en pédiatrie, et qui s'est focalisée donc sur la population pédiatrique du registre, et donc qui a analysé 237 enfants qui étaient soit thalassémiques majeures, soit thalassémiques intermédiaires, et qui a regardé les complications, les traitements, sur cette population, et qui a permis de montrer que la population pédiatrique était une population qui était en très bon état de santé. Dont un certain nombre avait été greffé, donc près de 20% de cette population a été greffée dans l'enfance, ce qui montre un bon recours à la greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc des enfants qui ont pu guérir
de leur thalassémie et qui globalement, étaient, donc en bon état, en très bon état de santé. Donc cette étude fera l'objet d'une publication qui sera, bientôt disponible dans la presse. Après, il y a d'autres, diapositives suivantes, il y a d'autres études à venir. En particulier, comme je vous le disais, les études, elles peuvent, utiliser les données du registre, mais elles peuvent aussi, éventuellement donner lieu à une autre, collecte de données et en particulier, on va avoir lieu, dans les semaines, qui viennent, une étude qui va là concerner plutôt les patients adultes et qui va, avoir pour objet d'évaluer l'observance au traitement chélateur chez les patients adultes. Donc il y aura une sélection des patients, représentatifs à partir du registre, mais ensuite il y aura une collection de données complémentaires sur l'observance et éventuellement sur la qualité de vie et voilà. Et donc ces données seront analysées, feront aussi là probablement l'objet d'une communication, scientifique. Diapositive suivante. Voilà, donc j'en ai fini. Il me reste plus qu'à remercier, les contributeurs du registre, hein, donc je vous l'ai dit, c'est plus de 200 praticiens qui interviennent, 817 patients bien sûr qui ont donné leur accord pour être inclus dans ce registre et pour, faire en sorte que, l'agrégation de toutes ces données puisse être, analysée et puisse donner lieu à des études. Et puis je remercie donc tout le personnel du centre de référence, de Marseille et tous les, soutien, au financement, comme je vous l'ai dit aussi, les différents partenaires qui soutiennent le registre, au quotidien et je vous remercie pour votre attention.